Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à la coloc pour notre 3e émission. Moi c'est Chachou et aujourd'hui avec moi sont là Damien et Jérémy et notre invitée Fafa. C'est d'ailleurs elle qui va commencer par nous parler d'un sujet qui lui plaît. Merci Chachou. Salut tout le monde. Vous aimez Batman ? Ouais! Vous aimez le Joker ? Ouais! Alors si je suis passée par la coloc aujourd'hui, c'est pour vous parler d'Harley Quinn. De son vrai nom Harleen Quinzel, elle est créée par Paul Dini et Bruce Timm et apparaît pour la première fois dans la série Batman de 1992. Elle y incarnera l'acolyte du Joker, mais deviendra rapidement un personnage à part entière. En ce qui concerne son background, bien qu'étant un personnage récent parmi les opposants à Batman, notamment chez les antagonistes féminins, la jeunesse du personnage a déjà été revisitée 3 fois. La première ayant vu le jour avec son créateur et étant relatée dans Mad Love est probablement la plus connue. Elle était psychiatre à Arkham et suite à ses entrevues avec le Joker et un petit burn-out, elle se laisse happer par le côté fun de la force, devenant ainsi la première clownette du crime de Gotham et de ses alentours. Elle choisira pour couleur du rouge et du noir et s'inspira du jeu de cartes en incarnant la Dame de Carreau. Elle acquiert une super force et une immunité au poison grâce à Poison Ivy qui deviendra son amante et grande copine. Par la suite, nous les retrouverons avec Catwoman dans les Gotham City Sirens. La deuxième prend place dans l'arc de la Renaissance d'ici, notamment la Suicide Squad des New 52. Cette version, moins édulcorée que la première, est plus en accord avec les jeux vidéo sortis quelques années avant, particulièrement Arkham City où elle a carrément son propre chapitre. Ici, elle est toujours psychiatre à Arkham, mais la manipulation du Joker est plus présente et peut-être plus évidente. Rajoutons un soin de la peau et une nouvelle coloration, elle sera intégralement blanche et ses cheveux passent du blond au rouge et bleu qui deviennent alors ses couleurs dans cet opus. C'est d'ailleurs cette version que vous retrouverez dans le film Suicide Squad qui sortira l'été prochain. Really bad. Et enfin, la version qui nous intéresse aujourd'hui est celle qui prend vie dans ce premier tome, intitulé judicieusement Complètement Marteau, Fatality. scénarisé par Amanda Connor et illustré par Chad Hardin et Jimmy Palmiotti, sorti le 3 juillet 2015. Pour revenir à notre jeunesse, j'ai trouvé sympa l'intérêt porté à la jeunesse d'Arline et sa motivation à devenir psychiatre, parce qu'on se réveille pas tous les matins en voulant devenir psy, et ça complète un peu le personnage d'Harley. Pour la suite, j'en dirai pas plus parce que je n'ai pas envie de vous gâcher ce plaisir, c'est aussi bon qu'une barbe à papa nappée de coulis à la cerise. À dévorer rapidement. Ici, Harley est le personnage principal. Bien que ce ne soit pas sa première BD éponyme, elle possède une personnalité plus complète à mes yeux. Loin d'être juste folle et meurtrière, elle a un côté plus humain qui a beaucoup trop souvent été occulté à mon sens. Le reste du comic book n'est pas moins attrayant. Après une autre de ses ruptures avec le Joker, Mr. J? nous partons à Brooklyn. Aucune autre indication ne nous est donnée quant à sa disposition dans la trame temporelle du Batverse. En lisant cette histoire, nous sommes plongés dans un reality freak show qui ravira les voyeurs et les fans de tranches de vie. Merci beaucoup d'être venue Fa. Et dis-moi Damien, tu veux pas arrêter de taper sur elle pour n'importe quel prétexte et aller t'asseoir avec Jérémy s'il te plaît ? On aimerait bien vous écouter tous les deux. On en a gros Bethesda. On en a non, gros, gros. parce que tes conneries ça suffit. Hein. Là, il y en a marre. Ça. Moi j'aime bien. Ça. Normalement j'aime bien. Là j'aime pas. Ça j'aime pas. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas Ça, c'est pas possible. possible. Ça, non C'est plus. n'importe Là, moi, quoi. je comprends C'est pas. n'importe Je quoi. comprends pas. Ça n'a aucun sens. Non. Bon, Fallout 4. Finalement, c'est pas une si mauvaise. Non, je Ah, peux chier, pas dire c'est ça. chier. Je peux C'est pas chier, je peux pas dire ça. C'est pas possible. Ils ont fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu penses de la disparition du karma, Jérémy ? C'est dommage parce que c'est pas cohérent. Fallout c'est un monde qui est censé être dégueulasse où on peut s'en sortir soit En étant un enculé. voilà, soit on essaye d'être plus consensuel et de gérer ça En différemment. étant pas un enculé. Et la disparition de ça, bah. Ça me mollit du tout. Ce que mon collègue essaie de vous dire, c'est que sans le karma, on se sent moins impliqué dans la vie de notre personnage. Quand on butait quelqu'un comme ça, un random dans les Terres Désolées, tout de suite ça impactait la réputation de notre personnage et on pouvait entendre dire dans les villes que oui, on était un enculé. Parce que oui, on pouvait être un enculé. Et c'était important. C'était un choix personnel. Pouvoir être un enculé. N'est-ce pas ? Là, on sait pas trop. Faut vraiment y aller pour se mettre une faction à dos. Et. Je trouve ça dommage. Pas mettre une balle dans la tête de leur chef. Les flingues dans Fallout 4, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On avait l'habitude dans les épisodes précédents de le voir à la ceinture ou dans le dos du personnage.
Là, on le sort littéralement de notre cul. C'est pas possible. On a passé des heures à le customiser, à le modifier, à lui trouver un petit nom sympa. Et à aucun moment, on peut se la péter avec son Fatman dans le dos. Le Fatman, il est comme ça. T'as ça dans le dos, t'es rassuré. Mais là, non, rien du tout. Survie. J'attendais un mode survivaliste, Fallout. Un vrai. Pas un mode de difficulté faussement nommé survie parce qu'il y a plus d'ennemis qui sont plus chiants et qui dropent des tuyaux de plomb. T'as un tuyau de plomb légendaire, Jérémy. Ah oui, non, Qu'est-ce mais que tu veux faire d'un tuyau de plomb légendaire? j'ai déjà entendu beaucoup de choses sur le mode survie. Il paraît que c'est mieux de jouer en mode survie. Et bah pour moi, c'est pas de la survie. Non, là, à ce moment-là, on avait un vrai mode survie. Il fallait faire attention à son sommeil, à sa bouffe, à sa flotte, en plus des raids et des ennemis. Tu me fends le cœur, Fallout. Tu me fends le cœur. Vous commencez l'aventure par créer un avatar qui vous ressemble, ou pas. L'outil de création est assez poussé pour vous permettre de vous projeter dans l'univers ou simplement de créer un personnage qui vous plaît. L'intro nous montre enfin un bref aperçu du monde d'avant-guerre, ce qui rend le background du personnage plus nostalgique, dans la mesure où celui-ci a déjà de longues années de vécu avant la guerre, cryogénisé juste avant un holocauste nucléaire total et catapulté en post-apocalypsia. Vous vous retrouvez donc propulsé dans un futur loin d'être un camp de vacances, peuplé de pillards plus ou moins organisés, de factions ennemies, de robots tueurs et tout un tas de personnages. On a donc le choix entre une vue à la première personne et une vue à la troisième personne, avec un ATH fixe dans les deux cas, et alterner entre les deux suivant les situations qui se présentent à vous est toujours aussi plaisant. L'inventaire, la map, les quêtes et les diverses statistiques sont condensés dans le Pip-Boy que votre personnage porte au poignet. Cette merveille de technologie vous servira également à déclencher le SVAV, qui permettra aux noobs en FPS comme moi de toucher plus facilement les ennemis. Ça déclenchera aussi tout un tas de killcams aussi stylées que saignantes. Attention toutefois, son efficacité dépend directement de votre score en perception. Si votre personnage est myope comme un rataupe, le SVAV ne vous servira à rien. Le moindre flingue fabriqué avec 2 bouts de bois, un tuyau et du scotch peut devenir une véritable arme de guerre capable de transformer en passoire n'importe quelle créature assez arrogante pour douter de votre écrasante supériorité en matière de puissance de feu. Le summum du pimpage est atteint avec l'armure assistée, un exosquelette blindé et surpuissant qui vous sortira le cul des ronces dans les zones où l'ennemi ulule. Pullule. C'est la chouette qui ulule. Dans les zones où l'ennemi pullule. Ouais. Ah, l'armure assistée. Ce petit bijou de technologie sera décidément votre meilleur ami dans les terres désolées. Désolé pour toi, Kanigou. Entièrement customisable, chaque pièce de l'armure est modifiable. Vous pourrez y ajouter de puissants modules de combat ou de survie, ainsi que la repeindre à votre goût pour frimer dans Boston. Vu que tout a pété, on a tout un univers à reconstruire. C'est là que le jeu nous propose un système de housing, certes bêtise buggé bien comme il faut, mais plutôt bien fichu et qui mettra bien à l'épreuve vos compétences d'architecte et de récupérateur. On construit des colonies pour apporter un peu de civilisation dans ce monde de brutes, et rien ne vous empêche de vous la jouer Sims, Farm Simulator, ou d'ériger des monuments titanesques à la gloire de votre ego démesuré. Mais dans ce cas précis, rassembler les éléments nécessaires à crafter tout ça va vous prendre beaucoup de temps. Bon bah voilà, merci beaucoup, c'était Jérémy et Damien, on espère vous avoir donné envie de vous essayer à Fallout 4. Allez, n'oubliez pas, Vous êtes êtes spécial. Bien, merci les garçons pour cette chronique pour le moins originale. Bon, à mon tour de jubiler en vous présentant mon coup de cœur le plus récent. C'est français et c'est de la fiction. Il s'agit du premier long métrage écrit et réalisé par Suricat, Les Dissociés. Il est disponible gratuitement sur internet depuis le 24 novembre, après plusieurs avant-premières au cinéma. Alors pour pouvoir en parler, on va peut-être d'abord essayer de resituer ce que c'est Suricat. La grande majorité d'entre vous doit plutôt être au fait des bails, mais c'est pas une raison pour pas récapituler tout ça vite fait. Suricat, c'est un collectif dont vous pouvez trouver le travail sur le site de Golden Moustache ou sur la chaîne YouTube de Golden. Et Golden Moustache, c'est une plateforme produite par M6 et lancée en 2012, qui produit toutes sortes de contenus à destination du net. Ce qui nous intéresse, c'est la partie vidéo, et plus particulièrement celle des Suricat forcément. À la base, le groupe comprenait Raphaël Descraques, Julien Josselin, Vincent Tirel et aussi Flaubert, mais ce dernier a quitté l'équipe à la fin de la saison 1. En tout, ils ont écrit 23 courtes vidéos à l'humour placé sous le signe de l'absurde, comme les Movies vs Life par exemple. On n'avait plus eu droit à une vidéo de leur part depuis avril 2014, 24e vidéo qui était déjà plus ambitieuse, puisqu'il s'agissait d'un moyen métrage d'une vingtaine de minutes réalisé dans des conditions extrêmes. Quelques mots sur ce moyen métrage, Le Fantôme de Merde. Il a été filmé en moins de 5 jours dans un hôtel pendant le Montreux Comedy Festival et commandé par le dit événement, avec peu de moyens et des acteurs invités du festival qui offraient leur temps libre au tournage. Il était déjà très plaisant malgré ses petits défauts pardonnables. C'est pas tout ça, mais entrons dans le vif du sujet.
Là encore, c'est très les conditions hardcore. Ils avaient un budget modeste, une équipe réduite, un temps de production limité. Mais je vais pas m'attarder là-dessus parce que l'équipe du film en a déjà pas mal parlé et au final c'est pas important pour apprécier le résultat. Avant de le regarder, vous pouvez donc vous mettre dans la tête que ce que vous allez voir c'est particulier. C'est un film français qui propose un nouveau modèle de création et de diffusion. La gratuité, tout ça on y reviendra. Mais c'est aussi une fiction, super ambitieuse et en français. Et ça en fait des choses. Alors c'est notable, rafraîchissant, etc. Mais en oubliant les conditions de réalisation et tout ça, c'est simplement et objectivement un bon film. Essayons de résumer, même si c'est pas gagné avec ma façon de m'exprimer. On suit Ben et Lily, un couple d'aujourd'hui random à qui les corps ont été volés, et dont les hommes ont été placés dans 2 autres. Pour récupérer les leurs, ils se retrouvent malgré eux à devoir traquer le voleur avec une équipe de gens chelous, dissociés de leur propre corps commun. Raph Descraques joue Lily dans son corps de destination, Jules Fou est Ben quand il est dans la même situation, et Vincent Tirel est la petite Magali, qui n'a plus son corps d'origine non plus. Comme ça a l'air vachement compliqué. Le film en joue en nous demandant de nous concentrer pour suivre, mais c'est bien foutu. Ne serait-ce qu'avec l'utilisation de codes vestimentaires. Un même personnage est habillé dans le même style, qu'importe le corps qu'il a, et on ne s'y perd pas. GG pour ça. Au vu des thèmes abordés, c'est difficile d'oublier que ce film a été écrit par des gens de ma génération. C'est fort de se sentir en face comme ça avec des personnages. Ça parle de la peur de l'engagement, de notre tendance à jamais finir ce qu'on commence, de jamais vraiment savoir ce qu'on veut, ou du sentiment que notre existence est insignifiante. De plus, la transidentité y est abordée rapidement. Pas rapidement pour se débarrasser du sujet, mais rapidement parce que ça n'a pas à être compliqué. Tu te sens homme en ton fort intérieur, bah t'en es un, point. C'est important de commencer à avoir tout ça traité aussi justement. Bien sûr, le film reste un produit typique de Suricate, et en changeant de format, ils ne perdent absolument pas leur style et leur humour, et on rit franchement tout du long. Un autre point qui fait des 10 aussi un bon film, c'est le jeu d'acteurs. Bon sang qu'ils sont bons, j'ai énormément d'éloges à leur faire. Ils sont crédibles peu importe par qui leur corps est habité. Raph est brillant en femme par exemple, et Vincent Tirel en petite fille de 5 ans est parfait. On y croit de A à Z. Les autres acteurs ne sont pas en reste, surtout pas Quentin Buissou, le méchant de l'histoire. Et justement, quelque chose qui me fait aimer ce film, mais qui est vraiment personnel, c'est le petit plaisir qu'on a de reconnaître quasiment la totalité des acteurs, jusqu'aux figurants. Ça doit pas le faire qu'à moi, mais c'est pas quelque chose qu'on peut avancer pour faire voir le film à tout le monde. Remarquons donc juste qu'ils sont vraiment doués, tous autant qu'ils sont. La réalisation, quant à elle, est super propre. Pas de révolution, mais une paire de très beaux plans. Mention spéciale pour les scènes de bagarre que je trouve très bien filmées, et au passage type invasion de zombies, qui nous prouve encore qu'on consomme les mêmes produits culturels que les auteurs et réalisateurs. Mention plus que spéciale au passage d'animation réalisé par Boulet, dont je suis une fan absolue. J'ai fait un bond de joie sur le canapé en reconnaissant son style, c'est une belle valeur ajoutée. Le rythme est très correct, ça commence s'entraîner et je me suis pas ennuyée une seconde au premier visionnage. Bon, je pense pouvoir passer à ce qui me plaît dans tout ça, mais qui est plus personnel. Déjà, le fangirlisme. J'aime beaucoup tous ceux qui apparaissent à l'écran. Ça me fait avoir un immense sourire un peu ridicule pendant les 1h15 de film, et m'exclamer quand je vois une nouvelle tête connue ou une scène entre 2 acteurs que j'adore. Les garçons ici ont bien eu l'occasion de se moquer de moi quand on a regardé le film ensemble. C'est un effet qu'Internet provoque en créant des figures dont le public se sent proche. Là, elles sont plus ou moins toutes réunies, et je vais pas vous les citer parce que si vous ne l'avez pas déjà vu, j'aimerais que vous découvriez avec plaisir qui se cache dedans. Enfin, une histoire qui s'inscrit dans un cadre juste, ni fantasmée ni méprisée par des gens qui n'ont plus l'âge de leur personnage ou de leur public. Ça pourrait prendre place dans ma vie, c'est immersif et comment ne pas s'attacher à des personnages qu'on comprend profondément. Mais j'insiste, ça reste visionnable par tous et ça doit l'être. Les gens, si vous avez mon âge, si vous êtes plus jeune, montrez ça à vos parents. Qu'ils voient ce qu'Internet est capable de produire et pourquoi c'est merveilleux. Vu qu'on est sur YouTube, on a accès aux statistiques en un seul coup d'œil, donc on peut voir que les retours semblent excellents. À l'heure où je vous parle, ils ont quasiment atteint les 2 millions de vues. D'ailleurs, sur la chaîne de Golden Moustache, les vidéos qui font le plus de vues en moyenne sont celles de Suricate. Pour conclure, j'ai envie de dire qu'on a un exemple de ce que pourrait devenir la fiction sur YouTube en France. Il y aurait tellement de choses à dire sur le modèle du contenu accessible gratuitement et légalement sur Internet. Cette réussite devrait ouvrir des portes, et c'est pour ça que je suis terriblement contente que ça ait vu le jour. Et je suis pas la seule de cet avis. On a vu le film A4 avec Damien, Jérémy et Léa, et on a tous adoré. Bon, voilà pour aujourd'hui. Toute la coloc vous remercie pour votre attention et votre patience. On se retrouve après les fêtes avec plein de choses un peu spéciales et notre nouvelle façon de travailler. On vous souhaite à tous de passer une très bonne fin d'année 2015. On a déjà hâte de vous retrouver et on vous embrasse. Bye les gens. Et allez vous faire bien enculer. Ouais, comme des PD.